Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'objectif principal de l'intégration régionale en Afrique a toujours porté sur la capacité des pays membres de l'Union africaine, UA, à regrouper des économies nationales vulnérables et fragiles en une seule entité puissante pour résoudre les problèmes des déséquilibres économiques et financiers des États. Jusqu'à présent, l'accent a été mis plus sur l'approche économique que sur le volet politique, nonobstant l'échec de l'État-nation assez bien visible partout. Mais pour construire une Afrique stable et dynamique, il faudra bien franchir le pas et se mettre à construire l'intégration d'une Afrique politique car c'est elle qui donnera plus de signification à la démarche intégrative. Mais cette Afrique politique ne naîtra pas avec des chefs d'État qui révisent intempestivement la Constitution, pour se maintenir au pouvoir en sollicitant un troisième ou un quatrième mandat. Avec le dépôt par le Nigeria, en avril 2002, du 36e instrument de ratification de la Charte de l'Union africaine adoptée à Lomé en 2000, en juillet 2002, l'Union africaine a été lancée à Durban en Afrique du Sud. Les leaders africains avaient alors estimé que l'OUA avait accompli sa mission de décoloniser les pays africains et qu'il était donc temps d'évoluer un cadre purement politique vers une organisation destinée à l'intégration économique et le développement social, lesquels sont des préalables devant conduire à l'unité politique. L'approche fédéraliste adoptée dans la mise en place des structures de l'Union africaine laisse penser que l'intégration du continent africain a atteint l'étape de l'union politique, stade final dans le processus d'intégration. En effet, le passage de l'OUA à l'UA est à interpréter comme le couronnement du traité d'Abuja de 1991, dont l'objectif ultime était la création de l'Union économique et du Parlement africain qui devrait assurer la participation des peuples. L'Afrique accuse un retard dans son développement, parce que l'accélération du processus d'intégration régionale n'est pas considérée comme un facteur essentiel de prospérité partagée et de paix entre les nations. La multitude et le chevauchement des formes d'intégration régionale sont la cause principale qui retarde la construction de l'Union africaine. Parmi plusieurs définitions du concept de l'intégration régionale, nous avons retenu celle-ci. L'intégration est un processus qui commence par la zone de libre-échange pour se terminer par l'union politique. Les autres étapes du processus comprennent l'union douanière, le marché commun et l'union économique. Selon les théoriciens de l'intégration, le passage d'une étape à une autre est déterminé par l'accomplissement de tous, ou mieux de la majorité des exigences de ladite étape. Toutefois, en matière d'intégration régionale, il n'est pas besoin de rappeler que les minorités agissantes peuvent compter davantage que les majorités passives. Ceci revient à dire que les élites panafricaines ont l'obligation d'agir même si elles se reconnaissent minoritaires par rapport aux masses populaires, qui subissent les décisions des dirigeants politiques. Sans le concours des autres, aucune nation africaine ne peut réussir seule sa croissance économique, son développement et assurer sa sécurité. Voilà pourquoi l'intégration régionale est indispensable pour l'intérêt de toutes les nations. Sa véritable construction passe par la volonté de se conformer aux grandes lignes d'un schéma qui conduira à un réel marché commun africain sur le plan économique, et à la construction des États-Unis d'Afrique sur le plan politique afin de pouvoir surmonter l'obstacle au développement que représente la faible dimension des économies nationales, d'une part, et l'incapacité à assurer la sécurité des États membres, d'autre part. Le thème de l'intégration régionale nous préoccupe depuis plusieurs années. Pour cette raison, nous y avons consacré 2 publications. Dans ce livre, nous ne reprenons pas les idées déjà développées dans ces 2 livres que les lecteurs peuvent trouver en les lisant. Nous ne nous attarderons pas non plus sur des questions liées à l'historique du projet d'intégration africaine et son évolution, ni sur les différentes tentatives de regroupement politique et d'intégration régionale en Afrique. Nous ne nous étalerons pas sur les obstacles qui freinent l'intégration régionale, obstacles endogènes et exogènes, ni sur le rôle des communautés économiques régionales, CER, dans le processus d'intégration, car ces questions sont développées dans les ouvrages que l'on trouve sur le marché. Nous nous limiterons à l'essentiel tout en ouvrant quelques nouvelles pistes de réflexion, qui renforceront assurément l'intégration régionale en Afrique. Ce livre est la continuation d'une réflexion sur l'intégration régionale en Afrique,
principalement en Afrique centrale parce que cette partie du continent est la région la plus mal intégrée alors qu'elle possède plus d'atouts que les autres régions pour construire une intégration régionale viable. Pour être complète, l'intégration régionale doit aller au-delà des aspects liés à la libre circulation des marchandises et des hommes. Il est indispensable d'intégrer aussi les aspects sécuritaires, culturels et éthiques dans ce processus. Pourquoi les processus d'intégration économique en Afrique piétinent-ils alors que le mécanisme est amorcé depuis longtemps? L'histoire de l'intégration régionale dans le monde montre qu'elle semble être la voie indiquée pour le développement de chaque continent, car il est illusoire de croire que chaque pays parviendra tout seul à réaliser son développement. Il est donc faux de croire qu'il suffit de rapprocher des pays ou de superposer des organisations régionales pour qu'il y ait intégration et développement économique des pays membres. L'intégration régionale ne doit être qu'une étape, un tremplin, qui prépare la réalisation finale et grandiose qui est l'Union africaine. Les communautés économiques régionales constituent une première étape dans l'édification de l'intégration africaine. Si, dans l'ensemble du continent, les regroupements régionaux deviennent dynamiques, le processus d'intégration de l'Union africaine s'accélérera en intégrant en son sein toutes les communautés économiques régionales déjà performantes. Toutefois, il faut reconnaître que la prolifération de toutes ces organisations régionales ne permet pas de construire l'Union africaine. D'où la nécessité, voire l'urgence, de procéder à leur réduction ou à une rationalisation immédiate en les ramenant à une seule par région géographique. Ainsi, il n'y en aura plus que 5. Notre réflexion s'appuie sur la question de recherche suivante. Pour quelles raisons les pays d'Afrique centrale sont moins intégrés que les autres pays? Pour répondre à cette question de départ, nous postulons l'hypothèse contenue dans l'idée suivante. Si les pays d'Afrique centrale sortent des pesanteurs politiques liées au passé colonial et aux relations bilatérales avec les anciennes métropoles, ils s'engageront plus facilement dans le processus d'intégration régionale tel qu'il est voulu par l'Union africaine dans sa charte et dans son programme intitulé Agenda 2063. L'Afrique que nous voulons. Dans le même ordre d'idées, nous postulons également que la réussite de l'intégration régionale de l'Afrique passe par une modification profonde voire radicale du comportement des décideurs et des élites, qui n'ont jamais agi dans le sens d'ouvrir réellement les frontières de chaque pays pour faciliter l'intégration économique d'abord et ensuite politique des États africains. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, chaque chef d'État cherche à être maître dans son pays. Ensemble, à Addis-Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, les chefs d'État africains parlent régulièrement de l'intégration mais très peu d'entre eux agissent dans ce sens afin de ne pas perdre leurs privilèges et leur popularité au niveau national. Nous postulons enfin qu'une intégration régionale réussie doit obligatoirement passer par l'harmonisation des textes juridiques, la reconnaissance des valeurs de la société ainsi que par la construction d'une armée continentale puissante, organisée et dissuasive qui protégera les intérêts de tous les États membres. De toutes les options stratégiques disponibles, c'est une des plus vraisemblables. Il s'agit bien de privilégier une rupture de continuité par rapport à nos choix antérieurs. Il existe 2 systèmes de valeurs, certains sont plus belligènes, Occident et d'autres plus pacifiques, Afrique et Chine. Les Africains ont choisi le second système de valeurs, car comme les Chinois, ils ont toujours estimé que le recours à la guerre est un moyen anachronique de règlement des différends entre continents, entre races et entre civilisations. Malheureusement, les peuples qui ont choisi le système de valeurs belligènes n'ont jamais cessé de pousser les États africains à se militariser, en leur faisant croire que la possession des armes est indispensable pour protéger leur souveraineté et éviter les menaces qui viendraient d'ailleurs, en particulier d'un État voisin. Depuis les années 1960, les États africains ruinent leurs économies en achetant des armes démodées avec lesquelles ils ne peuvent pas gagner la guerre sans le concours d'une puissance occidentale. Quel gâchis! Ils comptent parmi les clients les plus importants de l'industrie de défense occidentale, américaine, européenne, chinoise et russe. Tout ce qu'ils reçoivent en matière d'armement vient des pays étrangers, principalement des grandes puissances. Ils n'ont jamais songé à imiter les maîtres en la matière, voire à les dépasser, comme la Chine l'a fait face à son maître russe et elle est en passe de le faire face à la puissance américaine. Les pays qui livrent des armes démodées en Afrique conservent leur savoir-faire militaro-industriel que les États africains ne possèdent pas encore,
telles que la fabrication des chars de combat, la technologie des systèmes d'alerte avancés des tirs de missiles balistiques que maîtrisent les Américains, les Russes et dans une certaine mesure les Français. Même dans le domaine nucléaire, l'Europe n'est pas ridicule puisque la France et le Royaume-Uni disposent ensemble de près de 500 charges nucléaires stratégiques, soit nettement plus que la Chine, si c'est beaucoup moins que la Russie avec près de 6500 charges nucléaires opérationnelles ou en stock. Honnêtement, que peuvent faire les États africains face à l'arsenal nucléaire des Américains, des Britanniques, des Français, des Israéliens, des Chinois et surtout des Russes? A-t-on déjà mesuré le danger qui plane au-dessus du continent africain? Malheureusement, c'est le sauve-qui-peut qui est à l'ordre du jour. Chaque ancienne colonie compte sur le parapluie de son colonisateur tout en oubliant que les premiers prédateurs à déstabiliser le continent africain sont les anciennes puissances coloniales qui connaissent notre continent mieux que quiconque. Même en s'en tenant au seul XXe siècle, l'interface euro-méditerranéenne ne fut guère harmonieuse, que l'on songe seulement à la guerre d'Algérie ou à l'expédition de Suez. Voilà pourquoi il est nécessaire voire urgent de donner corps à une alliance continentale de défense et de songer à disposer d'une dissuasion suffisante vis-à-vis des autres puissances prédatrices. À l'heure actuelle, l'Afrique n'est pas capable de se défendre seule. C'est cette réalité largement partagée qu'il convient de changer progressivement, même si la performance ne sera pas au rendez-vous de sitôt. Il n'est plus possible de jouer, chacun pour soi et Dieu pour tous, dans les conditions qui dépouillent l'Afrique de tout, même de sa culture. En réalité, la situation est nettement plus compliquée que ne laisse entrevoir cette narration. N'oublions pas qu'il est impossible de prévoir les tournants de l'histoire. D'où la nécessité de préparer le futur dans le présent. Pourquoi ne créerait-on pas un Conseil de sécurité africain qui comprendrait un pays par zone géographique, par exemple l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe, la RD Congo pour l'Afrique centrale, le Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest, le Kenya pour l'Afrique de l'Est et l'Algérie pour l'Afrique du Nord Maghreb. Cet organe serait le répondant du Conseil de sécurité des Nations Unies, où sont traités les dossiers des conflits en Afrique. Cet organe se prononcera en faveur sur les questions liées à la sécurité collective des Africains. Plusieurs auteurs ont écrit sur le thème de l'intégration régionale en s'appuyant soit sur une approche générale et globale, soit sur une approche plus spécifique. Il est superflu de les reprendre ou de les citer. Les chercheurs qui travaillent sur ce thème peuvent trouver des références bibliographiques dans les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, etc. Nous faisons allusion à certains auteurs parce que la construction du cadre théorique de notre réflexion se trouve essentiellement dans les fondements de ces théoriciens de l'intégration. L'intégration régionale s'affirme dans une tendance continue de macro-régionalisation du monde et devient un élément incontournable de l'analyse géopolitique puisque le mouvement de régionalisation se poursuit depuis une cinquantaine d'années. Comme le disait Mittelman, pour mieux comprendre ce phénomène, nous prendrons ici le terme de régionalisation au sens de macro-régionalisme. Les grandes organisations régionales du type de l'Union européenne ou du Mercosur, marché commun du Sud-américain, par opposition au micro-régionalisme, région infranationale type région administrative, Länder ou communauté autonome, ou encore coopération transfrontière. La globalisation est allée de pair avec un renforcement de la régionalisation. Approfondissement de la communauté européenne, mise en place du traité de libre-échange nord-américain, ALENA, intensification des investissements directs japonais en Asie, et efforts récurrents des pays en développement pour se regrouper sur une base sous-régionale. Apparemment, en effet, la globalisation et les abaissements successifs des tarifs douaniers au fil des négociations du GATT, actuel OMC, ont réduit l'intérêt des regroupements régionaux établis sur la base du libre-échange des biens et services. Tout en s'investissant dans la mondialisation, les pays dits développés s'investissent simultanément dans le régionalisme, Union européenne, ALENA, et dans les accords bilatéraux, États-Unis-Israël. Les pays d'Europe occidentale renforcent leurs liens avec les pays d'Europe de l'Est.
Toute la difficulté est de savoir ce qui prime pour ces pays, entre la mondialisation et la régionalisation. Tel que le monde économique évolue, nous pouvons dire que la globalisation est particulièrement défavorable à l'Afrique subsaharienne. Si la mondialisation a modifié la répartition de la richesse, elle n'a nullement effacé les rapports de puissance. Si elle facilite la mobilité individuelle, elle encourage aussi de nouvelles formes de prédation. D'où la nécessité et l'urgence de serrer les liens entre les pays de chaque zone géographique, afin de renforcer non seulement les capacités intellectuelles mais aussi et surtout les capacités de production. Les intégrations régionales ne sont pas de même nature et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Ceci étant dit, il existe des différences dans les degrés et les voies de l'intégration. Il existe des intégrations régionales dont les instances décisionnelles restent aux mains des États, comme dans les cas de l'ALENA et du Mercosur, et des intégrations régionales, comme l'Union européenne, qui altèrent le rôle de l'État par des procédures et des postures supranationales, c'est-à-dire de fusion de deux ou plusieurs entités politiques en une nouvelle plus large par des mécanismes d'association. En matière d'intégration régionale, plusieurs processus sont engagés à travers le monde, en Europe, UE, en Amérique du Nord, ALENA et du Sud, Mercosur, en Asie, ASEAN et en Afrique. À l'heure actuelle, l'Union européenne constitue le processus le plus abouti. En Afrique, les pays d'Afrique centrale ont un retard considérable par rapport à ceux d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Il faut prendre en considération plusieurs facteurs pour expliquer et comprendre ce retard, parmi lesquels il y a les séquelles liées au système de colonisation, qui était essentiellement fondé sur le seul rapport des forces, ou sur la volonté de prédation. L'état du monde oblige de constater que nous assistons à un emballement, à un affolement, à une perte de contrôle du système international. De plus en plus de pays, États-Unis, Royaume-Uni, France, violent les résolutions des Nations Unies et se donnent le droit d'attaquer des nations faibles pour leurs propres intérêts. D'autres nations, comme les États-Unis, contestent les organisations des Nations Unies et ont décidé de sortir de l'UNESCO. Les mêmes États-Unis et Madagascar ont coupé leurs relations avec l'OMS. L'incertitude de notre avenir tend à devenir une certitude. Pour des raisons multiples, il n'existe plus de modèle convaincant de la mondialisation, mais une diversité de visions et d'aspirations. Est-ce la dernière étape avant le retour des grandes peurs, la panique et le chaos? Est-ce au contraire la première étape d'un mouvement de reconstruction qui dessinerait un espace mondial plus interdépendant, et donc davantage orienté vers l'intégration et la coopération? Les chapitres sont de longueur inégale en fonction de la matière à traiter. Que le lecteur ne nous tienne pas rigueur. Nous tenons à remercier notre compatriote François Kléber-Kungu, journaliste de la presse écrite au Forum d'ESA à Kinshasa, qui a lu avec intérêt la dernière version du manuscrit de ce livre. Ce travail de réflexion s'adresse non seulement aux spécialistes des sciences sociales mais aussi au public au sens large. Première partie, l'intégration régionale en Afrique. Chapitre 1, l'Afrique vient de loin. Les Africains doivent s'unir pour mieux lutter contre les abus des pays qui les dominent et les humilient sur la scène internationale. Les pays africains doivent procéder au rapprochement progressif des nations, à l'harmonisation des textes juridiques et des relations chaque fois que cette harmonisation est indispensable et utile, à l'intégration régionale dans l'intérêt des nations et des peuples, et enfin à l'amélioration du contexte politique dans tous les pays. Avancer sur la voie de l'harmonisation revient à améliorer le fonctionnement juridique et administratif des échanges entre États. Les réglementations en ce domaine doivent être conçues comme un accompagnement à la construction de futurs États-Unis d'Afrique. Mais pour qu'il y ait libéralisation des échanges, il faut que les États disposent de moyens, notamment communautaires, susceptibles de booster les infrastructures et l'économie de chaque région afin de freiner l'apparition des troubles graves. C'est dans la mesure où les pays africains mettront en place ce type de moyens que les États pourront assumer progressivement un développement harmonieux des échanges et accompagner les mouvements d'intégration qui se développent dans les différents pays du continent. Il faut souligner, en l'occurrence, la nécessité de conformité des documents juridiques qui donneront lieu à l'ouverture des négociations utiles.
Le règlement des problèmes juridiques et administratifs, qui ont un lien direct avec la question de l'intégration régionale, est fondamental dans les rapports entre les États. C'est donc une Afrique des régions qui paraît la plus adaptée à la fois aux traditions et à la géographie du continent. Il est évident qu'il faudra trouver les règlements de sécurité nécessaires qui donnent une pleine satisfaction à tous, aussi bien aux Africains du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est qu'aux Africains du Centre. La constitution du marché africain, mais d'un vrai marché continental, à la différence de l'organe bureaucratique d'intégration par le haut qu'est l'Union africaine, UA, est une possibilité qui doit s'imposer dans l'esprit des consommateurs qui doivent acheter prioritairement des produits africains dans le but d'assurer leur promotion. Le marché africain facilitera immensément le mouvement des affaires, à une échelle et avec une intensité auquel seule rivalisera la Chine grâce à son plus d'1 milliard d'habitants. Au sein de l'UA, la seule présence de la puissance occidentale comme principal financier de la Banque africaine de développement, BAD, constitue un facteur de frein à la construction des États-Unis d'Afrique. Si le plus d'1 milliard d'habitants africains représente un puissant marché envié par le reste du monde, pour quelle raison ce marché ne profiterait-il pas en premier lieu aux Africains eux-mêmes comme investisseurs et bénéficiaires avant qu'ils ne bénéficient aux autres, occidentaux, chinois, indiens, pakistanais, libanais, etc. Lorsque la fierté d'être africain et la sécurité continentale seront établies, tant au nord, au sud, à l'ouest, à l'est qu'au centre, les Africains de partout joueront un rôle de première importance sur la scène mondiale. Aujourd'hui, la question n'est certainement plus de savoir si les pays africains doivent ou non faciliter et encourager l'intégration régionale. Elle est celle de savoir comment intégrer les États au mieux dans l'intérêt mutuel des peuples. Les difficultés des échanges entre pays se situent au niveau du développement de la plupart des pays. Il est très difficile à certains États d'avoir les moyens de payer régulièrement leurs contributions financières et d'affirmer ainsi leur intégration. Il faut donc que les pays plus nantis achètent les produits des pays moins nantis, afin que ces derniers trouvent l'argent nécessaire avec lequel ils développeront leur économie, achèteront les produits des pays nantis et s'acquitteront de leurs contributions. Les échanges économiques fonctionneront ainsi, jusqu'à ce que les pays moins nantis inversent le courant en fabriquant des produits de qualité, qui leur permettront de gagner plus et de rattraper leur retard face aux pays plus nantis. Au fur et à mesure que les économies se diversifieront et que les produits deviendront de meilleure qualité, les échanges se feront non seulement dans de meilleures conditions, mais en plus ils seront facilités et encouragés. L'Afrique vient de très loin, c'est-à-dire d'une absence de relations entre nations, politiques, économiques et diplomatiques qui était habituellement caractérisée par l'imposition de la politique étrangère des anciennes puissances coloniales. Cette politique étrangère ou encore cette mainmise des grandes puissances sur leurs anciennes colonies a fait naître un nationalisme étroit évoluant à un bilatéralisme presque complet, dans ce sens que chaque État nouvellement indépendant a privilégié des relations politiques et économiques avec l'ancienne puissance coloniale au détriment des pays africains limitrophes, avec parfois, à de rares occasions, des dérapages vers le bloc antagoniste, ex-URSS ou Chine communiste, au bloc d'appartenance, Occident. Ce bilatéralisme, qui semble être la préoccupation principale des dirigeants politiques actuels, est-il sincère ou s'inscrit-il dans une approche de survie au pouvoir ? Est-il soutenu par un courant populaire ? Ou est-il plutôt un moyen utilisé par certains dirigeants pour justifier leur présence au pouvoir et se rendre plus attrayants aux gouvernants occidentaux, en montrant leur jeu de parfaite entente avec les gouvernements étrangers qui les soutiennent ? Contribue-t-il à l'indépendance des peuples à l'égard des puissances occidentales et au développement des nations ? Ou plutôt contribue-t-il au prolongement de leur soumission aux puissances étrangères en acceptant le statu quo ante de la domination et en créant ainsi les conditions propices de l'application du vieux principe latin « divide et impera » ? Y a-t-il de la sincérité dans les discours nationalistes des politiciens au pouvoir, qui se contredisent avec leur stratégie de survie ? En réalité, le nationalisme étroit évoqué par les dirigeants politiques africains dans leurs discours populistes accroît la dépendance de chaque nation vis-à-vis de l'ancienne puissance métropolitaine qui soutient malignement les dictateurs malgré leur nationalisme publiquement déclaré, à défaut de non-conformité avec les attentes des pays occidentaux qui soutiennent le régime,
ces derniers mènent la guerre contre le dirigeant qu'ils jugent hypocrite afin de déstabiliser son régime et le remplacer par un plus fidèle, comme la France a fait au Congo-Brazzaville contre le président démocratiquement élu, Pascal Lissouba, qui a cherché à nationaliser les concessions pétrolières dans l'intention de confier leur gestion à une compagnie américaine au détriment de la compagnie française Elf, ou comme la même France l'a fait en Côte d'Ivoire contre le nationaliste Laurent Gbagbo. Les dictatures ont retardé le développement du continent africain. À l'époque des dictatures militaires, un immense gouffre séparait les gouvernants et les gouvernés. Le système de parti unique s'est imposé un peu partout en Afrique. Les gouvernants savaient à peine ou refusaient de savoir ce que pensait la majorité des citoyens, et de leur pouvoir dictatorial. À vrai dire, ils ne voulaient rien savoir pour maintenir leurs privilèges intacts. Les échos qui venaient des masses populaires abandonnées à elles-mêmes dans des quartiers sans lumière, sans eau potable, pleins d'immondes et de moustiques, et qui s'opposaient aux abus d'une dictature répugnante, n'inspiraient que le dégoût ou la peur de la tyrannie. Ainsi, aux yeux des démunis, le système politique occidental paraissait beaucoup plus acceptable que celui qui gouvernait leur pays, système qui pourtant était associé aux destinées chaotiques du continent africain. Les conférences nationales ont ouvert la voie au multipartisme et à la démocratie. La séparation de l'Afrique en zones de développement économique et la stagnation des relations entre gouvernants et gouvernés ont été, dans une large mesure, un corollaire du blocage intérieur et du manque de développement des nations. Dès que le changement en Europe de l'Est, après la chute du mur de Berlin, a libéré les forces de changement dans les pays satellites de l'ex-URSS, les contestations ont pris place en Afrique et la nécessité d'un dialogue entre les gouvernants et les gouvernés a commencé de s'imposer, surtout sur le plan psychologique, car les dictatures africaines ont été ouvertement dénoncées par le président François Mitterrand dans son discours de la Baule. Dans ce discours, le président français a imposé la démocratie comme condition de coopération Nord-Sud et de l'aide au développement. À la suite de ce discours, les régimes tyranniques ont été ouvertement contestés sur le continent. Les conférences nationales, qualifiées de souveraines, ont ouvert une brèche importante dans le changement des mentalités et dans la revendication des peuples qui exigeaient dorénavant le retour aux valeurs de la démocratie participative, laquelle constitue l'essence même de la civilisation africaine. La recherche permanente du consensus, l'implication de la collectivité dans la prise des décisions concernant l'avenir de la nation et le respect de tout membre de la collectivité ou de la société, etc. À la suite des conférences nationales, la lutte des peuples africains a commencé à inspirer une vague de sympathie dans le reste du monde, mais peu de temps après, les anciens tyrans sont revenus au pouvoir en organisant des parodies électorales à travers lesquelles ils ont acheté les voix des électeurs. Ce fut le début des fraudes électorales massives qui persistent jusqu'à ce jour. Mais les manipulations des politiciens et des élites intellectuelles qui les accompagnent constamment n'ont pas fait disparaître l'aspiration des peuples à la liberté et à la démocratie au sens large, aspiration née depuis la proclamation des indépendances nationales. Elle s'est manifestée et cristallisée, entre autres, dans le nombre sans cesse croissant de colloques, de conférences publiques, de concertations nationales, de congrès, de publications, de cours universitaires consacrés aux réflexions sur la démocratie. Cette aspiration des peuples à la liberté et à la démocratie a préparé le terrain au changement du système de gouvernance des États africains. Les conférences nationales ont marqué un nouveau pas dans les revendications sur le plan des relations entre gouvernants et gouvernés. L'effondrement rapide des dictatures et des partis uniques a dévoilé le fait que les peuples africains aspiraient réellement à la liberté et à l'ouverture démocratique qui leur manquait le plus. Il n'y a plus de doute que le rejet de la tyrannie, la recherche d'un système de gouvernance adapté aux aspirations des peuples, ainsi que l'efficacité économique, la fécondité de la pensée libérée des entraves et la volonté de construire des États prospères, ont créé partout en Afrique un pôle d'intérêt et d'attraction. Maintenant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les peuples africains aspirent à la paix, à la stabilité des institutions et à la prospérité. Ils veulent des élections libres et transparentes au suffrage universel direct. La période des conférences nationales comporte des enseignements que les études sur le changement en Afrique ne pourront plus jamais éluder.
D'abord, à cause de l'extraordinaire rapidité avec laquelle les peuples ont mis fin au régime tyrannique par leurs revendications grâce auxquelles la situation politique générale a vite évolué. Ensuite, cette période a mis en relief le fait que les dictatures s'effondrent toujours sous les pressions populaires ininterrompues qui caractérisent le comportement des peuples du fait des progrès des sciences, de la technologie, de l'informatique, de l'économie et des moyens de communication modernes. Créer les États-Unis d'Afrique en intensifiant les relations entre les pays. La lutte contre la tyrannie et les antivaleurs, s'ajoutant à la pacification des relations entre les citoyens à l'intérieur de chaque État, apparaît comme la préfiguration de ce que pourraient être les États-Unis de l'Afrique de demain, libérés de toutes les formes de contraintes et de domination dans tous les domaines. Un continent pluraliste dont les systèmes de gouvernance seraient semblables partout grâce au respect de la démocratie consensuelle et de la participation des peuples aux grandes décisions d'intérêt public. L'impératif de la lutte incessante contre l'impérialisme des dirigeants, contre le pillage en règle des ressources naturelles du continent, doit être omniprésent. Si, pendant longtemps, l'entretien des affidés au pouvoir a facilité la mainmise des puissances occidentales et l'exploitation des peuples africains, l'entente entre les citoyens de différents pays intégrés dans une fédération continentale servira de justification au refus des abus du pouvoir. Les problèmes proprement politiques et diplomatiques ne peuvent pas être oubliés puisque les pays africains ont négligé pendant longtemps la nécessité de privilégier le marché africain dans leurs échanges commerciaux, privilégiant, pour besoin de devises, les échanges avec l'ancienne puissance coloniale sinon avec les pays occidentaux en général. Mais le développement du pouvoir d'achat des Africains et l'apparition des millionnaires africains vivant sur le continent suscitent de plus en plus l'intérêt de commercer avec les autres pays africains. D'une façon plus générale, il est évident que la politique commerciale et la politique étrangère sont étroitement liées. Plus les pays africains comprendront qu'il est plus avantageux de commercer avec les pays africains, pour une raison de proximité et de dignité, les échanges avec les anciennes puissances coloniales diminueront. Pour cela, les Africains doivent apprendre à donner de la valeur à leur monnaie nationale et à construire des infrastructures interconnectées. Le développement des échanges commerciaux, ou des relations économiques, ne sauront être indéfiniment un phénomène purement commercial et économique. Ils renferment aussi une dimension politique que les États africains ne doivent pas négliger. L'intensification des échanges entre pays africains boostera le développement du continent et permettra la concurrence avec les autres espaces économiques, notamment l'Occident et l'Asie. Pour cela, il est nécessaire d'engager plus de dialogue avec les différentes zones économiques afin de consolider les échanges intra-régionaux. Les aspects qui paraissent négatifs, mais dont la prise en compte est indispensable, doivent être considérés par les États en vertu des obligations envers les peuples. Priorité du marché régional par rapport au marché international. Dans ce domaine très délicat et très complexe des échanges commerciaux, l'Afrique ne doit pas continuellement se présenter comme un bloc faible face aux autres blocs. Jusqu'à présent, l'Afrique évolue avec une absence complète de référence aux exigences de l'intégration régionale et continentale. Si l'on considère l'état de la compréhension du besoin de l'intégration et des échanges entre nations à l'heure actuelle par rapport aux années 1960 et 1970, on constate néanmoins, dans l'ensemble du continent, un progrès considérable. Certes, l'importance des débouchés offerts au continent est beaucoup plus dense comparativement à la situation des années 1960 et 1970, mais la démographie s'est davantage amplifiée, augmentant ainsi les besoins des échanges entre États africains. Par sa démographie, le marché qu'offre l'Afrique au reste du monde est largement plus grand que celui offert par l'Europe et l'Amérique latine. Pendant l'époque coloniale et au lendemain des indépendances, les échanges entre pays africains étaient presque nuls. Cependant, la croissance, surtout au cours de dernières décennies, a été extrêmement rapide. Il suffit de considérer les échanges économiques en matière des produits agricoles entre la RD Congo et le Congo-Brazzaville, et entre le Cameroun et le Gabon. Malheureusement, cette expansion crée la dépendance des uns envers les autres. Le Congo-Brazzaville dépend de la RD Congo et le Gabon dépend du Cameroun. Les pays d'Afrique centrale freinent considérablement l'intégration du continent.
Les transformations dans la partie d'Afrique centrale s'opèrent de façon plus lente que dans la plupart des parties du continent. Cette lenteur peut être mieux représentée par une ligne qui va du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est, et qui se brise en plein milieu d'Afrique centrale parce qu'il n'y existe pas de route et de chemin de fer interconnectés et parce que l'intégration régionale y est encore très faible. C'est donc l'Afrique centrale qui pose problème, et qui retarde principalement la construction des États-Unis d'Afrique à cause des relents de la dictature encore très manifestes dans tous les États de cette partie du continent. L'histoire récente de cette région comporte des pages horribles d'atrocités commises par les dirigeants à la tête de l'État. Au Rwanda, en Ouganda, en Centrafrique, en RD Congo, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Gabon et au Cameroun, la situation politique est chaotique. Seul l'Angola suscite un début d'espoir. Cette longue période d'instabilité, pendant laquelle des problèmes non résolus se sont accumulés, n'augure pas des lendemains meilleurs mais prépare inévitablement cette région à des changements brusques voire violents après la chute des régimes actuels basés sur les fraudes électorales et le pillage des ressources de l'État. L'allure et l'étendue de ces changements, dès qu'ils se frayeront un chemin, paraissent difficilement irréversibles selon la progression géométrique par la résistance que les peuples opposeront aux tyrans actuellement au pouvoir, parce qu'ils sont incapables de flexibilité et d'adaptabilité. Dans l'Afrique d'aujourd'hui, plusieurs facteurs travaillent contre l'ordre voulu par les peuples, mais en faveur de l'ordre impérial défendu par les représentants du libéralisme international. Parmi lesquels il y a la subordination des gouvernants africains aux diktats des grandes puissances et des firmes transnationales, le pillage des ressources naturelles, l'achat à vil prix des produits africains, l'inefficacité des idéologies étrangères importées en Afrique, des doctrines politiques et des politiques publiques importées face aux problèmes des peuples. Tout cela entraîne le mécontentement, surtout de la jeunesse, des étudiants, des intellectuels et des travailleurs, aussi la séparation croissante entre les éléments dynamiques de la société et le parti au pouvoir. Partout en Afrique centrale, la succession au poste suprême du pouvoir dans ces pays dirigés par des kleptocrates entraînera le retournement des victimes, la population, contre l'ordre exécrable des prédateurs nationaux et étrangers. On sait comment l'entêtement du régime du maréchal Mobutu au Zaïre a refusé de s'ouvrir à l'alternance. Mobutu était pourtant un nationaliste irréprochable, formé au sein du mouvement national congolais MNC de Patrice Lumumba. On sait aussi comment ce même régime a contribué à la déstabilisation de cet immense pays qui a entraîné les massacres des Congolais par les armées des pays qui ont accompagné l'invasion de la FDL de triste mémoire. Grâce à l'expansion rapide de la prise de conscience qui se généralise, les forces de changement se révéleront bientôt capables de faire tomber des régimes qui freinent l'intégration régionale. Rien ne prouve que les hommes au pouvoir résisteront durablement contre la mise en valeur des pratiques de gouvernance recherchées dans presque toutes les parties du globe. Les pratiques de la gouvernance, qui mettent un accent particulier sur la transparence et la reddition des comptes, prônent fiévreusement une nouvelle forme de société, née parfois par la révolte, voire l'action des Gilets jaunes en France, qui corrigera positivement l'ordre existant. L'aspiration au changement est non seulement inévitable, mais en plus irréversible. Il est évident que l'Afrique n'est pas immunisée contre la règle générale de l'évolution allant dans le sens de l'intégration régionale qui se consolidera au fil des décennies à venir. Les peuples auront de plus en plus besoin d'intégration pour se protéger contre les abus des puissances étrangères qui perturbent l'évolution normale de l'Afrique vers le progrès. Dans la contestation, il n'y a pas que la voix des étudiants habituellement protestataires, mais il y a aussi celle des écrivains, des activistes, d'innombrables autres membres de l'intelligentsia et de la jeunesse. Tous manifestent de plus en plus courageusement leur opposition à la tyrannie. Il devient évident que, surtout dans le contexte mondial actuel où même les Gilets jaunes manifestent en France leur mécontentement contre la gouvernance d'Emmanuel Macron, l'opinion publique africaine, déjà bien réveillée, ne se taira plus, ne se laissera plus étouffer et écarter de la scène politique. Au contraire, ces activistes chercheront à accéder au pouvoir suprême pour initier une gouvernance utile au peuple. Ce sont ces voix éparses qui soutiendront l'intégration régionale et donneront naissance aux États-Unis d'Afrique de demain. Ces observations faites,
Il n'est plus interdit d'émettre l'hypothèse qu'après la chute des régimes tyranniques, le centre de gravité de l'intégration régionale se situera au centre du continent. Ces observations impliquent aussi des conclusions méthodologiques importantes. Les approches fonctionnalistes ne conviennent pas à l'étude de l'Afrique centrale. Cette région doit être examinée dans l'optique du changement allant vers la dynamisation de l'intégration régionale. La capacité de résister à la pression du pouvoir à laquelle on assiste un peu partout, les aspirations profondes des peuples pour la démocratie et la gouvernance participative mais aussi pour des politiques publiques consensuelles, la faculté de réagir spontanément que manifestent les activistes politiques et les intellectuels engagés, paraissent indestructibles à la lumière de l'expérience des conférences nationales. Pendant presque 50 ans de parti unique et de tyrannie, les peuples paraissaient asphyxiés par la terreur, les idéologies d'emprunt et par la propagande partisane. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dès qu'ils respireront l'oxygène de la libération qui suivra la chute des régimes despotiques et tyranniques, l'énorme force de vitalité des Africains, qui manifestent leur maturité politique, surprendra le monde entier. L'opinion publique des peuples africains évolue, et il serait évidemment erroné de la considérer comme un facteur immuable. Elle évolue, certes de façon lente, mais elle est dans une dynamique de continuité qui ne ment pas. De ce fait, elle représente la continuité et on ne peut douter de sa maturation. Les hommes d'action, politiciens, intellectuels engagés, fonctionnaires, activistes, doivent se mobiliser et soutenir la dynamique de l'intégration régionale que l'on observe un peu partout à travers le continent. Les professeurs des universités, les savants et les chercheurs dans différents domaines, ont l'obligation et le devoir de dépasser les préoccupations nationales, d'engager une réflexion à long terme sur les problèmes comme la sécurité collective, l'intégration régionale, le développement du continent et d'éclaircir les chemins de l'avenir. Il est temps de mettre fin à l'immixtion des Occidentaux dans la politique africaine. Les Occidentaux s'immiscent continuellement dans le choix des chefs d'État africains, et donc dans les élections en Afrique, ainsi que dans les changements des équipes dirigeantes pour assurer le maintien de leurs avantages. Pour y parvenir, ils s'appuient sur leurs affidés et sur des réseaux occultes qu'ils ont mis en place et qu'ils entretiennent à distance, comme les ONG, notamment les églises faisant partie de cette catégorie, les loges franc-maçonniques, la Rose-Croix, les réseaux économiques, les firmes transnationales implantées dans les pays depuis très longtemps et qui ont des contacts permanents avec les milieux politiques et économiques nationaux. D'une manière générale, tous ces mouvements ou toutes ces organisations sont très dangereux pour l'avenir des pays africains, car les contradictions qui se sont accumulées... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.